Merci d'être venus nombreux. Nous serons à peu près une centaine de personnes ce soir. Je me présente donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Panos Mantsiaras, directeur de la Fondation Braillard Architecte, avec mon équipe Hélène Galezo, Mélodie Simon et Kim Ramsayer. On vous remercie d'être venus nombreux ce soir pour cette session qui va clore une longue et difficile année, mais extrêmement riche et productive, que nous avons menée avec vous durant cette période, avec toute une série d'actions et d'événements, dont cette série de conférences que nous avons proposées au début d'année. Je remercie ici Marine Villaret, qui est parmi nous ce soir, avec laquelle nous avons eu cette idée, qui nous a permis, grâce à son activisme au sein de l'EPFL, de contacter des jeunes architectes et urbanistes qui, à peine sortis de l'école, de l'université, de l'EPFL, avec des projets extrêmement forts, puissants, intéressants, qui sortaient un peu du cadre habituel du projet d'espace qu'on connaît tous, qu'on aime toujours, puisqu'on aime quand même l'espace et l'architecture et l'urbanisme, mais c'était des projets dont le point commun était une approche alternative, puissante, expérimentale et parfois un peu gênante de la question de la transition par l'espace. Et nous voilà aujourd'hui, 27 mai, dernière séance, avec deux magnifiques projets de Célia Kupfer, un sujet sur le remploi d'éléments de construction, avec comme répondant Marc Angst, qui est urbaniste et expert en transformation des bâtiments en construction circulaire, et ensuite Noélie Lekouané, avec un sujet qui porte le titre « Cartographier la transition », on verra plus en détail, avec comme répondant Antoine Vial, qui est architecte urbaniste et récemment docteur en urbanisme de l'EPFL. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter et j'espère discuter avec nos jeunes participants, nos jeunes architectes, collègues, leur travail. Ce sera, je pense, un moment intéressant parce que c'est un moment un peu on va retourner à tout ce qu'on a discuté, à tout ce qu'on a appris, à tout sur quoi on s'est interrogé pendant cette période. Donc, je propose à Célia Kupfer de prendre la parole. Elle peut partager son écran. Célia, à toi. Merci beaucoup Panos. Alors, ce soir, je vais vous parler de réemploi d'éléments de construction, c'est-à-dire la réutilisation de composants de deuxième main dans de nouveaux projets d'architecture. Ma présentation est divisée en 3 parties. Après une brève introduction des principes clés, je vais présenter 2 applications, donc 2 travaux que j'ai menés à l'EPFL, qui, chacun à leur manière, soutiennent le développement du réemploi. Le premier, c'est un réseau de hubs de réemploi. Donc, c'est mon projet de master et il s'agit d'un concept de développement au niveau du territoire. Et la deuxième application, c'est un outil de conception holistique pour les structures métalliques avec du réemploi. Et ça a été fait pendant les premiers mois de ma thèse. Pourquoi est-ce que je m'intéresse au réemploi? Une des raisons principales, c'est liée aux nuisances de l'industrie de la construction sur l'environnement. En fait, l'industrie de la construction est responsable d'une grande partie de l'épuisement des ressources et ça ne va pas en s'arrangeant. Entre 2000 et 2017, la consommation d'acier et de béton a doublé. L'industrie de la construction est aussi responsable pour plus d'un tiers de la production de déchets, donc l'accumulation de déchets solides en Europe. Et au niveau mondial, c'est environ 11% des émissions de gaz à effet de serre, donc une part importante dans le réchauffement climatique. Donc, par rapport à ça, il est vraiment important de mettre en place des stratégies efficaces. Une de ces stratégies, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est une solution circulaire qui propose en fait de réutiliser les matériaux issus de la déconstruction d'un bâtiment dans un deuxième bâtiment et ça, sans les transformer fortement. Donc, en fait, voici un exemple d'un bâtiment qui a été voué à la démolition en 2014 en Belgique. Normalement, les carrelages auraient dû être concassés et terminés en décharge. Sauf que dans ce cas-là, les carrelages ils ont été démontés très soigneusement, ils ont été récupérés, puis remis en état, donc remis en état avec un petit nettoyage, et enfin réutilisés dans un café en Belgique. Donc en fait, on va donner une deuxième vie à ces composants. Donc on va vraiment conserver toute l'énergie, tout le savoir-faire, toute la technologie qu'il y a dans ces matériaux.
Donc, à droite du slide, on voit l'échelle de Delft. L'échelle de Delft, elle classe les stratégies de gestion des matières en fonction de l'état de dégradation de la matière et de la consommation d'énergie. Donc, le réemploi, il ne faut pas le confondre avec le recyclage. Parce que quand on recycle, on va broyer, on va concasser, on va faire fondre les matériaux. Et ça, ce sont des processus énergivores et on va perdre la forme de la matière. Donc, le réemploi va précéder le recyclage dans cette échelle. Par contre, il est toujours important de garder en tête que les stratégies de prévention, réduction, mais aussi et surtout rénovation et réparation sont toujours à favoriser. Et ce n'est que quand celles-ci ne sont pas possibles qu'alors on va démolir et réutiliser les composants. Donc, par rapport au système aujourd'hui linéaire d'utilisation des ressources, le réemploi crée une boucle supplémentaire de réutilisation. Donc, ça va favoriser les circuits courts, limiter l'extraction de ressources, ainsi que la mise en décharge. Donc, en plus de replacer les matériaux au cœur de l'acte de bâtir et de réancrer le projet dans le territoire, le réemploi va participer à une économie circulaire locale et durable. Donc, pour commencer, voici un exemple de réemploi en architecture, ici en Suisse. Donc, il s'agit d'un pont couvert qui a été construit en 1810 sur le Rhin. Sauf qu'un siècle plus tard, il y a eu des travaux sur le Rhin et à cause de ça, on a dû enlever le pont. Et à la place d'utiliser le bois comme bois de chauffe, on a soigneusement démonté les composants et on les a récupérés et on les a réutilisés pour faire la structure et la charpente d'une ferme. Donc aujourd'hui, en 2020, on a une ferme qui a 100 ans, mais à l'intérieur, certains de ses composants en ont 200. C'est ça le réemploi. En fait, aujourd'hui, le réemploi en Suisse, il n'est pas très pratiqué. En fait, 80% des composants sont neufs, les intrants dans la construction. Et puis, il y en a 20% qui proviennent du recyclage et seulement vraiment une portion infime provient du réemploi. Et en fait, depuis les années 60, il y a eu très peu de projets de grande envergure qui réemployaient des composants. Donc là, j'ai mis l'image de la Halle 118 sur laquelle Marc va sûrement revenir après. Et ça, c'est un des rares projets de réemploi qui a été récemment inauguré. En fait, le réemploi, ce n'est pas une pratique nouvelle. Pendant des siècles, c'était une pratique tout à fait courante, vraiment omniprésente. Là, j'ai choisi 3 images qui retracent une partie des étapes du réemploi. Donc en fait, pendant très longtemps, on a utilisé les ruines comme source de matériaux. Et ça a vraiment perduré jusqu'à la révolution industrielle. Et à ce moment-là, on avait encore cette notion de la ville-ressource où tous les produits, tous les sous-produits étaient valorisés. Mais après la révolution industrielle, petit à petit, le progrès technique, la mondialisation, la pétrochimie ont ensemble progressivement marginalisé la pratique du réemploi pendant le XXe siècle. Donc en fait, il a perdu de l'ampleur et dans beaucoup de pays, il a été réduit à des applications très particulières, un usage vraiment de niche, illustré ici avec les technologies militaires déplaçables réemployables. Donc aujourd'hui, le réemploi dans les pays industrialisés n'est vraiment pas une pratique courante. Mais avec ce que j'ai expliqué avant, donc les enjeux urbains et le secteur du réemploi et le rôle de l'industrie dans la dégradation du climat appellent vraiment à une intégration du réemploi à une échelle industrielle. Donc, c'est à partir de cette observation-là que j'ai démarré mon projet de master, qui est en fait un réseau de hubs de réemploi. En fait, il s'agit d'une proposition théorique, un peu d'un concept, qui fait face aux nombreux obstacles que le réemploi rencontre aujourd'hui en Suisse. En fait, la première étape, ça a été en fait d'observer quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on veut construire avec du réemploi. Et ces difficultés, on peut les classer en 4 catégories. En bas de l'écran, il y a tout ce qui relève un peu des normes et des performances. Et là, le problème principal, c'est l'incompatibilité entre la méconnaissance des matériaux et les exigences normatives. Ensuite, pour les contraintes économiques qu'on voit ici à droite, les difficultés principales sont liées au surcoût de la main-d'œuvre et aussi aux craintes face au manque d'exemples, parce qu'on a peu de pratiques, on a peu de références, donc parfois on ne connaît pas exactement les coûts. Ensuite, pour les aspects culturels, il y a forcément d'un côté une sorte d'image collective d'une pratique qui peut être considérée parfois comme hasardeuse, qui peut être associée à du bricolage, à la nécessité. Et de l'autre côté, toujours dans cette notion de culture du bâti, on a des habitudes de construction et de démolition qui sont peu adaptées au réemploi. Et en fait, au centre de tout ça, on a quand même la notion de l'approvisionnement. Parce que l'approvisionnement, ça reste un des grands challenges du réemploi, puisqu'il faut réussir à synchroniser
le démontage des composants avec leur réutilisation. Aujourd'hui, il existe des petits lieux de stockage, mais la plupart sont gérés par des bourses de réemploi qui font de la réinsertion sociale et les matériaux qui sont proposés correspondent souvent, généralement, à des éléments d'intérieur, à du mobilier qui en fait ne suffirait pas si on voulait construire un bâtiment avec une grande part d'éléments de réemploi. Donc, face à ces freins, les stratégies pour développer le réemploi sont en réalité multiples. Pour les contraintes économiques, qu'on voit ici à droite, la valorisation des expériences est importante et elle devrait réduire les craintes. En parallèle, si on réalisait une adaptation fiscale, on pourrait aussi aller vers le mieux. En Suède, le système a été légèrement adapté et pour les entreprises qui œuvrent dans la réparation de biens ménagers, elles sont imposées en fait avec un taux réduit et à la place d'être à 25%, il est diminué à 10%. En ce qui concerne la culture du bâti, le développement de formation pour les différents publics pourra valoriser une valorisation des expériences et en parallèle, introduire le réemploi comme critère dans les concours et les appels d'offres pourra aussi participer à son développement. Et cela pourra se faire à la fois pour les projets de construction, mais également pour les projets de démolition. Et dans les projets de démolition, ça pourra se faire avec des diagnostics ressources. Ensuite, pour ce qui est des aspects normatifs, le développement de certification est vraiment important, parce que ça reste encore un gros frein aujourd'hui. Et pour le futur, la transmission des informations, donc les caractéristiques des matériaux, est importante. Et il y a différents projets qui proposent des passeports de matériaux ou des codes à directement intégrer sur les matériaux pour que cette connaissance puisse être transmise dans le futur. Et que plus tard, quand on voudra réutiliser ces composants, on saura en fait à quoi est-ce qu'on a affaire. Finalement, au milieu de toutes ces actions, on a les plateformes de réemploi. Ces plateformes de revente, ce sont vraiment des outils particuliers et jouent un rôle important dans la synchronisation entre les acteurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, les bourses de matériaux, elles sont pour beaucoup des petites associations qui font un super travail à but lucratif, mais souvent, elles sont limitées en général à récupérer les aménagements d'intérieur, des équipements de cuisine et des salles de bain qui peuvent être démontés sans outils de levage. Et pour étendre le réemploi à une plus grande échelle, de nouvelles plateformes qui envisageraient de fournir un approvisionnement régional en quantité et en quantité suffisante cette fois pour toutes les couches du bâtiment, donc on inclurait la structure, l'enveloppe, devient nécessaire. Et c'est sur ce point-là que le projet de master développe le concept. Ce que je propose, c'est un pôle complet et évolutif qui est à la fois un centre de revente pour tous les matériaux et un centre de recherche. Dans la partie revente, le centre, en fait, accueille des revendeurs pour toutes les couches du bâtiment dans une sorte de marché, en gros, du réemploi. Et l'offre, elle évoluera en fonction des progrès techniques ainsi que de la matière relâchée par le parc immobilier. Du côté de la recherche, le but, ce sera, grâce aux espaces de certification et aux laboratoires, vraiment de légaliser le réemploi et développer également les nouveaux modes de mise en œuvre pour tous les nouveaux matériaux qu'on va réemployer de plus en plus. Et le programme sera aussi complété par des espaces dédiés aux missions de sensibilisation et de formation. Donc au final, on aura un lieu de synergie entre le territoire, les acteurs, les projets de démolition et les projets de construction. En d'autres mots, le réseau de hubs de réemploi sera un moteur économique parce qu'il va créer des emplois indélocalisables à la fois dans le centre, mais également dans son rayon d'action. Il s'agira aussi d'un moteur d'innovation puisqu'on va créer des synergies entre les acteurs, entre les différentes couches du bâtiment et cela grâce au laboratoire. Et finalement, il s'agira aussi d'un approvisionnement régional parce que le territoire et le centre vont s'alimenter eux-mêmes et alimenteront les nouveaux projets de construction. Ces centres, ce seront aussi des opportunités pour l'image du réemploi parce qu'ils pourront eux-mêmes être construits avec des matériaux de seconde main et servir d'exemple vraiment d'application du réemploi. Pour terminer, en fait, ces centres seraient aussi des maillons dans une stratégie territoriale parce que dans mon hypothèse, les centres ont un rayon d'action d'environ 60 km. Ces 60 km, ils correspondent au rayon dans lequel les 100 tonnes d'acier d'un des plus gros projets de réemploi d'Europe, c'est le projet BZ en Angleterre, ont été récupérés. Donc pour ce projet-là, 50 km de rayons ont été nécessaires pour localiser tout cet acier. Donc en fait, si on se concentre que sur le plateau suisse, parce qu'il faudra établir d'autres stratégies pour le Tessin et les autres zones économiques de la Suisse, mais là, le projet de master était vraiment focalisé sur le plateau, eh bien, en 3 centres, on pourra couvrir en fait cette zone économique d'activité. Donc,
on aurait un pôle à Winterthur, un second vers Soleure et un dernier ici pour la Suisse romande dans l'agglomération lausannoise. Pour continuer, je vous propose d'aller faire justement un tour du côté de l'agglomération lausannoise et voir en fait qu'est-ce que ça pourrait donner un tel hub. La proposition, c'est vraiment d'inclure ces hubs dans des nœuds stratégiques. Donc, c'est vraiment de les mettre à des carrefours à la fois autoroutiers et ferroviaires, puisque forcément le transport par rail est plutôt à favoriser, et aussi proche que possible des transports publics. Donc, le hub de réemploi roman, il s'installe dans un de ces nœuds, précisément, et il est connecté à une ligne ferroviaire existante et s'installe sur une friche. On voit là, je prends ma souris, on voit ici le hub, donc c'est ce projet-là. Donc, il vient profiter de la ligne de train préexistante qu'on aura simplement rallongée pour qu'il arrive jusqu'en tête du projet. Et au niveau de la route, donc on profite également d'une infrastructure existante. Et le projet, en fait, il va se développer petit à petit, au fur et à mesure que le réemploi va se développer. Tout d'abord, avec vraiment cette première infrastructure de base, donc les laboratoires, les espaces de remise en état, et progressivement, qu'on aura un stock de plus en plus grand et varié, et que le réemploi se développera, on pourra étendre le centre. Donc, si on se rapproche encore un petit peu, comment est-ce que ce centre il pourrait fonctionner? Alors là, justement, on voit les espaces de laboratoire, de remise en état, d'exposition qui pourront accueillir du public. Et puis à l'intérieur, à l'arrière, on voit progressivement le stockage qui pourra grandir, s'organiser par zone, et puis les utilisateurs pourront venir à la fois amener du matériel ou le récupérer. Et puis une des subtilités dans le projet, c'est qu'en fait, il a été dessiné pour pouvoir être bâti à partir de matériaux de réemploi qui sont régulièrement relâchés par le parc immobilier. Donc là, j'ai quelques vignettes d'exemples. Toute la façade, enfin une partie de la façade est construite avec des pales planches, donc ce qui sert souvent aux fouilles. Donc quand les pales planches ne seront plus utilisables pour des travaux de génie civil, on pourra les réutiliser ici. Pour les divisions intérieures, on pourra utiliser des vitrages de seconde main. Une partie du stockage aussi est conservée entre des caissons qui réutilisent des anciennes portes. Et puis l'ensemble du sol est réalisé avec des dalles découpées de béton qui sont utilisées comme pavage. Et finalement, en fait, tout ce bâtiment, il tient grâce à une structure métallique de réemploi. Et ça me permet de justement faire la transition sur la deuxième partie qui parle justement du dessin de ces structures métalliques. Donc, cette dernière partie, elle parle de l'outil de conception qu'on a développé pour guider les utilisateurs lors de la conception de structures avec des éléments de réemploi. Pourquoi est-ce que dans ma thèse, je m'intéresse aux structures? Donc, la structure, c'est les éléments porteurs d'un bâtiment. Et en fait, presque la moitié de l'énergie grise, qu'on appelle aussi CO2 embarqué, est contenue dans la structure des bâtiments. Donc, c'est vraiment important d'agir à ce niveau-là. Dans cette idée de conception de structure, on s'est demandé en fait quels sont les facteurs de décision qui vont en fait nous influencer à savoir est-ce qu'on va utiliser un stock de matériaux de réemploi ou bien pas. Et on a identifié 4 types de facteurs. Les premiers, c'est les impacts environnementaux. Donc, il faut vraiment pouvoir s'assurer qu'il y a un réel gain environnemental quand on va réemployer. Ensuite, les coûts économiques pour s'assurer que le projet est viable. Au niveau des risques d'approvisionnement, en fait, à chaque fois qu'on va être en lien avec un chantier de démolition, ça va rajouter de la complexité au niveau de la gestion du projet. Donc, ça aussi, c'est un critère. Et finalement, la complexité de conception. La complexité de conception, c'est important dans le réemploi parce qu'on va travailler sûrement avec des pièces plus petites, avec des tailles légèrement inhabituelles. Donc, il va falloir réadapter les détails. Donc, en fait, c'est vraiment toute une série de facteurs qu'il faut prendre en compte lors de cette conception. Donc, dans le laboratoire où je fais ma thèse, donc c'est le laboratoire d'exploration structurelle à l'EPFL, il y a un algorithme qui a été développé. Cet algorithme, il permet de dessiner des structures à partir d'un stock d'éléments de réemployés. Donc ici, ça c'est le stock dans notre étude de cas d'éléments réemployés dont on dispose. Et en haut, c'est le schéma de la structure à laquelle on aimerait aboutir. Et grâce à l'algorithme, qui est donc un algorithme d'optimisation, on va pouvoir placer au meilleur endroit les éléments de réemploi. Donc, par exemple, le numéro 27, la place la plus optimale, c'est ici. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'on peut faire varier la quantité de réemploi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un projet 100% avec du réemploi. On peut mettre, par exemple, 70-75%. Et je crois que cet exemple-là, c'est avec 75% de réemploi. Et pour les 25 autres pourcents,
on va placer des éléments neufs parce que justement, ça peut être un compromis en fait. Et donc, on va pouvoir générer toute une série de possibilités, de structures qui utilisent le même stock. Donc, on peut ne pas utiliser d'éléments de réemploi, en utiliser un peu plus, ou carrément avoir une structure 100% de réemploi. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution parce que toutes veulent réemployer, sauf qu'on a plusieurs possibilités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, en fait, selon les critères que j'ai décrits avant, comment est-ce qu'elles se comportent, qu'est-ce que c'est leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder les impacts environnementaux. Donc là, on a fait une analyse de cycle de vie qui nous permet de voir que plus on met du réemploi, donc plus on va vers la droite, plus les impacts environnementaux sont diminués. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, pour les coûts économiques, mais là, c'est vraiment que pour notre étude de cas, donc peut-être que dans une autre application, dans un autre contexte, ça pourrait changer, eh bien, les coûts ils vont augmenter. Plus on mettra du réemploi, plus les coûts auront tendance à augmenter. Puis on continue ainsi pour les risques d'approvisionnement et puis pour la complexité de conception. Puis au final, on voit que, en fait, c'est pas si simple de choisir une alternative. On peut pas dire laquelle est la meilleure. Donc en fait, on a poussé encore plus loin la réflexion et on a développé un outil d'analyse multicritère qui permet de recommander la meilleure alternative en fonction des préférences, qu'elles soient de l'architecte, de l'ingénieur ou du client. Donc, si on fait une simulation, par exemple, l'architecte ou l'ingénieur, il donne un poids équivalent aux 4 critères, eh bien, dans ce cas-là, notre algorithme de recommandation va lui suggérer d'employer cette alternative-là, donc l'alternative avec 65%. Donc, au final, grâce à cet outil, il devient possible de recommander à la fois un dessin et un taux de réemploi optimal en fonction d'un stock, d'un projet et des préférences des acteurs. Donc, on voit en fait qu'il est important de développer des outils de conception adaptés au réemploi et de les associer à des outils de prise de décision holistiques qui vraiment incluent toutes les particularités de ce mode de conception qui est en dialogue constant entre le projet et les ressources urbaines existantes. Voilà, donc j'arrive au terme de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Je me réjouis d'entendre vos questions et je me réjouis de la suite des présentations. Un grand merci, Célia, pour cette belle présentation. Donc, je vais directement donner la parole à Marc Angst, qui est là avec nous aujourd'hui, qui peut se présenter et qui a aussi un petit diaporama à nous présenter. Marc, à vous. Bonsoir tout le monde. Je vous montre quelques images. Il a déjà été dit à Winterthur, on vient de finir un bâtiment. En fait, c'est la rénovation de ce bâtiment que vous voyez avec une surélévation de 3 étages. Et c'était une sorte d'étude de cas aussi. On voulait avec ce projet qui était financé et fait par la fondation Abendroth, la caisse de pension durable de Bâle. On voulait illustrer un champ possible. Qu'est-ce qui est possible avec la récupération? Le but, c'était de construire le maximum possible avec ce qui existe. Alors ça, on a déjà vu, les Suisses, c'est les champions en déchets. Et ce qu'on voit quotidiennement à chaque coin de la ville, c'est affreux, c'est l'horreur, les valeurs perdues, plutôt les valeurs ruinées qui partent chaque jour. C'est des valeurs culturelles, des valeurs manuelles, c'est de l'énergie grise, ce sont des valeurs économiques aussi, vu qu'en Suisse, on construit tellement bien, durable, avec du bon matériel, et tout ça, ça part loin avant la fin de vie. Ça aussi, c'est une de nos mines et ça montre bien que même les bâtiments, apparemment, ça n'a pas assez de valeur. Ce bâtiment à Zurich, il a été détruit après 28 ans. Nous, on s'est servi dans ce bâtiment de fenêtres et de quelques composants, vous allez voir. Mais à droite, on voit la manière culturelle dont on se dégage de vieux bâtiments, même pas vieux, de bâtiments en Suisse. Donc, tout va ensemble et ça va dans le recycling. On est champion dans le recycling aussi, mais comme Célie a déjà dit, le recycling, ça n'a rien à voir avec la récupération ou le réemploi.
Alors, ce qu'on fait, nous, c'est plutôt un démontage systématique. Donc, la plupart des pièces qu'on cherche, non seulement pour cette étude qu'a Winterthur, mais aussi pour d'autres projets de notre bureau, on les trouve sur les chantiers partout en Suisse. On les cherche dans un rayon plutôt 50 km autour du bureau ou du chantier. Et ce n'est même pas une question écologique, c'est plutôt aussi il faut y aller pour prendre des mesures, pour contrôler, pour voir. Donc, plus que c'est proche au bureau, moins on a des frais et des coûts pour y aller. Alors ici, c'était l'exemple, c'était une salle ou une halle de stockage de coop à Bâle qui avait même pas 10 ans, voire 12. Donc, de trouver les éléments en Suisse, ou en tout cas Zurich, Bâle et les alentours, ça n'a jamais été un problème. C'est un Eldorado aujourd'hui. Il y a tellement de bâtiments qui partent, donc vous allez trouver du matériel jeune, quasi neuf, sans problème. Alors nous, on a construit le bâtiment, donc toute la surélévation avec cet acier, et à droite, vous voyez la couleur verte, ça montre toute la structure qui est prise comme on l'a trouvée, donc sans modifier rien du tout. Le rouge, c'est les pièces qui viennent de la même structure, mais qui ont été légèrement adaptées pour ce nouveau bâtiment. Donc, la construction se fait selon arrivage, si on veut dire. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire. Il faut chercher qu'est-ce que je trouve. Il faut penser dans les variantes. Et dès que je trouve quelque chose, je m'y mets, je fonce, je fais des détails. Il faut contrôler, est-ce que ça marche bien. Donc, on fait un loop pour revenir à la décision, est-ce qu'on prend ou on ne prend pas, parce que pour pouvoir continuer à construire ou à projeter, il faut avoir ce matériel. Donc, si ça reste hypothétique, je ne peux pas continuer. Donc, à ce point-là, dans une phase très tôt du projet, il faut, par exemple, cet acier pour 40 000 francs, la fondation Abendroth a dû acheter ça. Et comme ça continue. On a trouvé des échelles extérieures, les fenêtres, les tôles, façades, radiateurs, même les panneaux solaires. Il y en a des tonnes. Il y a plein des premières installations qui sont échangées maintenant, mais qui fonctionnent toujours. Alors, les pierres, là, qui viennent aussi de ce bureau, ce bâtiment de bureau qui a été détruit après 28 ans, on les utilisait, c'était du granit sur les façades, on l'utilisait pour construire des dalles de balcon et aussi à l'intérieur du bâtiment, les sols et contre les murs. Et tout ce qui n'était pas récupéré, on a cherché des solutions pour le faire avec des émissions de CO2 le minimum. Donc, on a choisi la paille, le bois, la terre. Et ce qui est important, c'est aussi dire que vous planifiez ou projetez avec des éléments existants. Donc, vous n'avez pas le choix sur les tailles et les géométries. Donc, tout ce que vous ajoutez autour, il faut que ça soit adaptable. Donc, la terre, la paille, ça marche. Donc, vous n'avez pas de off-cut. Donc, on voit ici le principe de la façade. C'est bois, paille, fenêtres récupérées, les tôles récupérées. Voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, les dalles en bois aussi récupérées, tout l'acier récupéré, les fenêtres récupérées, les parois, là, c'est de la terre. Depuis l'extérieur, souvenez de la première image, donc les trois étages surélevés. Et ce qui est intéressant aussi, le bâtiment existant, il faisait une forme de trapézoïde parce qu'il y avait une voie ferrée là. Et c'est l'ingénieur qui nous a conseillé, parce que nous, pour moi, c'était toujours logique que la surélévation, elle prendra la forme du bâtiment existant. Et c'est lui qui disait, mais Marc, pourquoi ta structure que tu prends en Bâle, elle est parfaitement rectangulaire, voire carrée, pourquoi on ne la prend pas comme elle est? Et c'est pour ça, les 2 étages ici, ils sont carrés, comme à l'époque, donc on a pris un par un. Et c'est juste là que ça s'adapte au bâtiment existant. Voilà quelques chiffres peut-être.
ça montre les volumes de matériaux qu'on a utilisés. Donc, le bâtiment total, tous les matériaux qu'on a utilisés font à peu près 1200 mètres cubes, dont 9% c'est l'existant, 37% réemploi, 8% terre, paille. Ça, c'est du béton recyclé pour les dalles et les fondations. 38% neuf. Ce qui est intéressant, c'est les émissions de CO2. Vous voyez ce qui se passe comparé on l'a comparé au même building construit avec du neuf. Donc, tout ce qui est existant, c'est zéro, on n'a pas d'émissions. Tout ce qui est récupéré, on a des émissions qui font 1% de ce qui reste. Tout ce qui est compostable, donc terre, paille, 1% aussi. Le béton recyclé, 23%, si vous comparez avec le nombre de mètres cubes et les émissions. Et tout le reste qui est neuf, qui fait 16%. On a une réduction de 60% d'émissions de CO2. Un résultat nous, on s'y attendait pas du tout. Là, on voit un peu où les économies de CO2 se font. On l'avait vu chez Celia aussi. Grosse œuvre fait beaucoup. Donc, 21% on a économisé dans la construction, 8-18% dans la technique, de major part photovoltaïque. La façade, 30%. Voilà, ça c'est l'intérieur, l'aménagement, équipement intérieur. Quelque chose sur les coûts. Ce qui est intéressant, je le disais, le propriétaire ou le maître d'ouvrage devait acheter tout ce matériel avant même de commencer à construire. Donc ça, c'était le premier jour. On commençait avec le projet, c'était en 2017. Ici, tout ce qui est vert, là, c'est les coûts. Donc jusqu'au point là où on commençait à construire, ils ont déjà acheté du matériel pour 600 000 francs. Ça fait près 12% des coûts du bâtiment. Et ici en bas, vous voyez la planification, donc les honoraires et tout. Donc le même chiffre est nécessaire pour acheter du matériel, même avant. Là, on commençait à construire le même chiffre comme vous utilisez pour l'architecte. Voilà, ça c'est pour finir. Pour nous, c'est clair, bâtir pour zéro CO2, c'est comme Patrick Bouchin en France disait, laisser en l'état ce qui peut l'être et ne reconstruire seulement ce qui ne peut pas être réparé et puis surtout le faire avec bois, paille, terre et tout ce qui existe. Donc on ne pourra plus jamais faire de nouveaux matériaux. Donc il faut prendre ce qu'on trouve et on en trouve beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Alors, je vous laisse un peu revenir vers Célia sur son travail. Quand j'ai vu le projet de Célia, ça m'a beaucoup plu parce qu'on a constaté, même là, que la question majeure, c'est où trouver le matériel. Vous avez vu, on a trouvé sur les chantiers autour de Zurich, on a démonté nous-mêmes ou par des entreprises qu'on a mandatées. Et c'est pour ça que je trouve ces idées de marché, je les trouve géniaux. Ma question, c'est plutôt pourquoi Célia, tu as prévu 3 de ces centres avec une distance entre les centres de plus de 100 km? Parce que d'abord, pour trouver du matériel, c'est quand même assez loin et je me demande si ces centres sont aptes à stocker tout le matériel qui est quand même disponible. Merci beaucoup, Marc. Merci pour la présentation. Ces rayons d'action, en fait, c'est une grande hypothèse de ce travail. En fait, le but, c'est vraiment de trouver la distance juste, de sorte à ne pas faire trop de trajets, d'un côté, mais de l'autre, en fait, il faut que le rayon soit suffisamment grand pour qu'il y ait suffisamment de matière pour alimenter le centre et qu'il prenne, en fait, tout son sens. Parce que si on fait un rayon trop petit, il n'y aura pas une quantité suffisante pour que quand l'architecte vienne, il y ait suffisamment de matériaux pour qu'il puisse avoir le choix. Donc ça, c'était vraiment une sorte de compromis. Et puis, j'ai comparé ça avec le rayon d'action dans lequel on avait pu trouver des matériaux pour d'autres projets, aussi un petit peu dans quel rayon est-ce que certaines bourses de matériaux agissaient. Et ça semblait en fait être un bon compromis. Mais ce qui est le plus important, c'est que je pense que ce n'est pas vraiment figé, ces centres. C'est que ça peut vraiment être une sorte de première étape.
Et puis le jour où le réemploi deviendrait tellement important, eh bien, en fait, on pourrait alors démultiplier ces centres tout en garantissant en fait, leur bon approvisionnement. Et parce que la deuxième question, elle va peut-être un peu dans le même sens, c'est la diversité de matériel. Tu parlais que tu prévois que toutes les couches d'un bâtiment puissent se trouver dans ces centres. Et c'est là que je doute un peu la taille du centre. Et c'est quand même pas petit, mais quand même si c'est pour toute une région, par exemple, tu as un centre pour la région lémanique, est-ce que c'est suffisamment grand ce centre parce que peut-être ça sera une autre question, le client il veut avoir du choix. Et par exemple, quand tu regardes notre bâtiment, déjà la façade orange, elle fait à peu près 800 mètres carrés. Et donc pour stocker 800 mètres carrés de matériel, et ce n'est pas un grand bâtiment, faut vraiment avoir de la place. Et peut-être si le client veut avoir un peu de choix, tu as non seulement des tôles orange, mais aussi d'autres couleurs, d'autres matériaux. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 2 points en fait qui ont été relevés qui sont très importants. Le premier, c'est vraiment la synergie entre les couches, parce que aujourd'hui, il y a les bourses de matériaux, elles emploient en fait des personnes en fin de droit. Et ces personnes en fin de droit, une fois qu'elles arrivent au terme de leur contrat, elles ont souvent travaillé 1 ou 2 ans dans ces bourses de matériaux, donc elles ont été extrêmement bien formées. Mais en fait, à la fin de leur contrat, elles ne peuvent plus travailler pour les bourses. Donc en fait, c'est de la main-d'œuvre perdue. Et c'est là, en fait, où on trouve un des intérêts principaux de mettre ensemble peut-être quelqu'un qui démonte justement des structures métalliques, associé avec quelqu'un qui fait du petit démontage vraiment dans les limites de ces bourses de matériaux, pour en fait aussi pouvoir valoriser cette connaissance intellectuelle, ce savoir-faire. Donc ça, je pense aussi un des points importants de pourquoi est-ce que c'est important de les mettre ensemble. Puis ensuite, bah oui, pour la taille du bâtiment, enfin, quoi demander plus que le bâtiment ne grandisse encore? Je pense que, en effet, la grande différence entre un hub de réemploi et un magasin, par exemple, Hornbach, c'est que justement le hub de réemploi, il n'a pas en fait d'entrepôt secondaire. C'est vraiment tous les matériaux dont il a à disposition, ils sont là. Donc c'est pour ça que en fait, le bâtiment a déjà une taille extrêmement grande. Et puis, si jamais il devenait plus grand, ce ne serait que mieux. Et peut-être une question poule-œuf, c'est pour pouvoir remplir ces centres, faut avoir plein de commerçants, c'est clair. Le nombre de matériel, on a vu, il y en a, donc c'est pas là que ça manque. Donc, c'est la demande. Est-ce que tu as fait des recherches ou des discussions sur la demande? Est-ce qu'on trouvera assez de maîtres d'ouvrage et d'architectes qui iront dans ces centres pour que ça marche économiquement? Ouais, je pense que c'est vraiment en train de changer. Je pense que progressivement, il y a de plus en plus de demandes pour des matériaux. Bah, on voit l'essor de la terre, on voit l'essor du bois, de la paille. Et je pense que le réemploi, c'est juste une stratégie supplémentaire. Et puis, je pense vraiment que la demande, elle va progressivement se faire. Et puis, c'est vraiment en fait entre un accès à une offre un peu plus facilitée que la demande va justement pouvoir prendre pied. Et puis, on peut aussi voir l'explosion du prix des matériaux aujourd'hui, donc des prix des matériaux neufs. Et puis, ça fait que tirer vers le haut des stratégies alternatives et vraiment l'usage des ressources locales. Est-ce que vous êtes posé des questions sur l'incertitude? Parce que moi, je l'ai présenté un peu, c'est selon Arrivage. Hein. Donc, si l'architecte normal, je veux dire, il a une idée en tête, il sait ce qu'il cherche, et puis s'il ne trouve pas, est-ce qu'il est motivé de prendre l'alternative ou quelque chose d'autre? Ou comment on répond à cette incertitude que finalement c'est un peu à hasard que je trouve dans le centre? Ouais, je pense que la standardisation des matériaux, ça pose vraiment d'autres problèmes. Et je pense que je pense que le réemploi, ça repropose de penser différemment le projet. Et je pense que ça a aussi un certain intérêt et vraiment ça reconnecte le projet au territoire. Donc, je pense que aussi cette incertitude, elle apporte vraiment de l'épaisseur au projet. Et je pense que de plus en plus, on va pouvoir être apte à faire avec. Je me permets
Marc, je me permets de vous interrompre pour laisser du temps pour le deuxième groupe parce que vous avez fait une présentation à deux bigrement intéressantes, comme on dit en bon français, extrêmement riche et qui soulève énormément de questions. Donc, je me propose de passer directement donc à la deuxième présentation de ce soir. Merci à vous deux et puis on reviendra, ne vous inquiétez pas, restez là, bougez pas. Noélie Lekouané, cartographie et la transition, exploration cartographique de diverses façons d'habiter le territoire de la métropole alpino-lémanique. Noélie, à toi. Merci Panos et la Fondation Braillard pour l'invitation et surtout merci à Antoine Vial qui est mon intervenant pour cette présentation que j'ai rencontré pendant mes études et avec qui j'ai eu le plaisir de rediscuter cette thématique aujourd'hui. Donc mon sujet de réflexion personnel et à la fois académique, qui est en fait le sujet sur lequel je consacre mon doctorat désormais, est la cartographie de la transition et du coup qui vise à se questionner sur comment est-ce que les représentations territoriales peuvent à la fois décrire et lire le territoire dans le contexte particulier de la transition socio-écologique que nous sommes en train de vivre. Et donc, comment est-ce qu'on peut explorer le potentiel de ces représentations territoriales ? Donc, mon travail m'a mené en fait à l'élaboration de cette carte qui projette et met en scène la métropole alpino-lémanique de demain dans le contexte du changement climatique. Donc, vous voyez ici différentes nuances de rouge, où chaque nuance correspond justement à différentes en fait, augmentations de jours par an, où les températures seraient au-delà des 30 degrés. Donc, on peut voir justement que la zone qui sera la plus chaude se trouve non seulement autour du lac, mais aussi dans les vallées, comme c'est le cas justement de la fameuse vallée de l'Arve, qui pose, comme on le sait tous, de grands problèmes de pollution. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la qualité en fait, de l'air devient aussi de moins en moins bonne en fonction de l'augmentation de ces températures. Donc il y a une corrélation entre la pollution de l'air et puis le territoire qui se réchauffe. Finalement, on peut voir aussi en blanc sur cette carte les points, les sites qui sont menacés par l'érosion, donc avec des risques plus ou moins élevés, qui sont dus à une surexploitation des sols principales et ainsi qu'une imperméabilité. Et finalement, en bleu, vous voyez ici les risques d'inondation qui se trouvent principalement le long des cours d'eau, mais aussi sur, par exemple, la plaine du Chablais, où on peut voir qu'il y a de forts risques d'inondation et qui sont entre autres liés au fait qu'on ne donne plus assez d'espace aux rivières, comme c'est le cas, par exemple, du Rhône dans le Chablais. Donc, cette projection de la métropole alpino-lémanique dans le contexte futur de la transition et surtout du changement climatique permet de mettre en scène, en fait, les enjeux actuels auxquels le territoire va devoir faire face. Et cela, en fait, nous mène à se poser la question suivante, à savoir comment est-ce que l'on va habiter la métropole alpino-lémanique de demain, comment allons faire face aux enjeux et aux problématiques qui surgissent justement dans ce territoire. Donc, une tentative de réponse a été formulée par le plan directeur cantonal que je vous présente ici, donc en 2019, où on voit en fait finalement que la croissance urbaine est envisagée principalement dans 3 centres, c'est-à-dire Lausanne, Vevey et Nyon. Et donc on peut voir qu'ici on a un plan qui mise vraiment sur le développement des pôles urbains existants et qui vise justement un développement de la ville comme quelque chose de concentrique. Et cela semble plutôt paradoxal parce que quand on regarde justement la situation actuelle et future surtout, où on voit justement cette zone rouge avec ces hachures noires donc, qui représentent cette qualité de l'air moins bonne, on voit ici en jaune les espaces publics qui peuvent qui caractérisent du coup la concentration urbaine, et on voit qu'en fait la concentration urbaine est liée à la concentration de risque. Donc c'est quelque chose de plutôt interrogatif et qui confirme surtout en fait mon intérêt personnel de se pencher sur la cartographie comme révélateur potentiel des enjeux actuels, et du coup surtout de se poser la question comment est-ce que l'on va vivre dans cette ville connaissant ce paradoxe auquel on fait face aujourd'hui. Et donc ces différents questionnements qui surgissent suite à l'élaboration de ces cartes m'a mené en fait au constat que la cartographie, il y a aujourd'hui justement un conflit entre la représentation territoriale et le projet de territoire. En effet, cela semble plutôt
une dualité pas très collaborative et qui montre bien que la cartographie a le potentiel de faire surgir des éléments qui jusque-là nous paraissaient invisibles et donc de soulever des problématiques auxquelles on ne faisait pas face jusque-là. Pourtant, justement, on sait que ce potentiel de la carte pour générer un discours, pour générer un scénario, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été problématique comme ça l'est aujourd'hui, parce que la cartographie comme on la connaît aujourd'hui, donc avec par exemple Google Maps, et ben on sait très bien qu'elle fait face justement à un appauvrissement à la fois de la représentation mais aussi du discours et du coup qui crée une sorte de manque de pertinence par rapport à la façon dont on habite ce territoire, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques, alors que dans l'histoire, comme on voit sur la droite, on avait déjà ce dialogue intelligent avec la façon dont on habite et le territoire. Donc pour ça, je vais vous proposer une petite aventure à travers l'histoire de la cartographie où ici, je vous présente la première carte de Suisse qui a été réalisée dans les années 1400 et qui est une carte descriptive donc de la manière de comment est-ce qu'on habite. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire émerger une logique dans l'implantation du bâti où on comprend assez clairement qu'il y a une logique systémique entre la manière dont le bâti s'implante par rapport à la topographie et par rapport au risque afin d'y échapper. Donc, dans ce cas-là, c'était les cours d'eau. Si on prend un autre exemple avec la cartographie de Genève, on peut voir ici assez clairement que la manière dont on habite le territoire se traduit par une dualité entre la ville et la campagne, qui est matérialisée principalement et représentée surtout par ces murailles en 3 dimensions qui visent justement à vraiment montrer que la ville se protège de l'environnement qui l'entoure. Cette autre carte topographique où on peut voir que le soin dans le dessin de la cartographie a été très méticuleux, nous permet de comprendre justement que cette topographie est vraiment caractéristique du lieu, mais elle est aussi identitaire et elle participe grandement à l'identité et à l'image que l'on se fait de la Suisse romande. Donc avec ces 3 cartographies, on est vraiment capable de faire comprendre, émerger des logiques dans la façon d'habiter le territoire, dans la relation entre le territoire, le paysage, l'habitat, mais aussi le risque. Et du coup, on peut vraiment obtenir une lecture étroite de ces différentes composantes territoriales, de mieux comprendre les logiques qui s'y cachent. On peut se pencher sur une autre lecture d'un type de représentation différente, qui sont des représentations de projets, c'est-à-dire des représentations qui projettent une vision et qui ne sont pas des représentations descriptives comme la première famille que je viens de vous présenter. Dans ce cas-là, on peut voir qu'on se penche dans la question d'un développement urbain, comme cette fameuse carte de Braillard, où Braillard, justement, projetait le futur de la ville de Genève. Et donc, à travers sa stratégie de maillage, il proposait une planification et une structuration pour l'aménagement de la ville et du territoire futur. On retrouve ce genre de dessin à travers ce projet de territoire à l'échelle nationale. On peut voir justement une hiérarchie entre les polarités urbaines, mais qui restent tout de même fortement interconnectées. Dans le contre-projet du collectif 500 mètres de ville en plus, on peut voir ici, donc c'est un contre-projet au projet de développement de la ville de Genève, où ici on voit justement un réseau qui vient tenter de réunir et d'unifier les différentes parties de cette ville de Genève qui se voit parsemée dans son territoire. Donc finalement, après cette étude de vieille carte que je viens de vous présenter, on peut se pencher à nouveau sur ce paradoxe soulevé par cette cartographie qui concentre justement le développement urbain dans les risques et on perçoit bien à nouveau ce paradoxe. Et du coup, ça questionne justement cette urbanisation compacte et concentrée comme on l'entend et cela reviendrait justement à concentrer justement les espaces publics dans l'augmentation de chaleur et donc la vie des prochaines années. Et du coup, une des premières questions que suscite cette réflexion est quel est du coup notre rapport à notre territoire? Quel est notre rapport au paysage qui est susceptible de changer, à ces systèmes, à ces métabolismes, mais aussi à toute sa dynamique qui pouvant créer justement les problèmes et les enjeux que nous avons soulevés jusque-là. Si on reprend cette cartographie de la Suisse de l'époque, et si on tente de réintroduire aux questions actuelles, justement, la lecture des risques, de la topographie, de la manière dont on habite, comme on le faisait à l'ancien temps, est-ce que l'on pourrait imaginer un autre type de développement urbain, de relation entre le territoire et les risques qui vont
venir ces prochaines années. Pour cela, je vous propose l'esquisse d'une métropole différente, une métropole diffuse, dans laquelle, en fait, je suis venue en fait, à me poser la question de où sont les villages. Et bien, en fait, ces villages, ils sont en dehors de la zone rouge. Les villages ici, ils sont représentés en rouge, ce sont les points rouges, qui sont situés le long des lignes pointillées rouges, qui sont les lignes de chemin de ferroviaire. Donc, ils représentent des lieux potentiellement fortement intéressants pour la densification hors de la zone rouge parce qu'ils sont bien connectés et surtout connectés avec des moyens de mobilité respectueuses des risques à venir. On trouve aussi ici des cordons jaunes qui se représentent justement des cordons de mobilité douce qui viennent s'appuyer le long des cours d'eau en bleu et les restructurer, leur donner leur véritable place pour limiter au maximum les risques d'inondation. On peut voir justement que du coup, dans ce développement non concentrique et plus diffus, on arrive à faire émerger un autre type de développement territorial, un autre projet qui serait capable de saisir les opportunités et les conditions favorables à un futur plus agréable que celui prévu jusque-là. Dans les collages que vous voyez ici, que j'ai réalisés au cours de mon projet de master, ils témoignent en fait d'un projet de territoire différent, celui de la revalorisation de villages, donc de lieux un peu marginaux, mais surtout à distance des zones à risque, où la lecture du territoire se ferait selon un autre argumentaire, celui d'un cadre de vie agréable et pas concentré. On revient à nouveau à cette carte de la Suisse, on se rend bien compte qu'en fait les représentations territoriales, donc la question que je posais à la base, ont les capacités de parler d'imaginaire, de projeter des façons de développer le territoire et surtout de mettre en scène des dynamiques urbaines. Il y a donc un nouveau projet de territoire qui peut être induit par une simple représentation. Mais au-delà des dynamiques urbaines actuelles, la cartographie et la représentation territoriale a aussi la capacité de témoigner des enjeux climatiques et des enjeux à saisir pour planifier justement un développement territorial autre. Si l'on reprend cette carte de village, on voit bien que grâce à la cartographie, il devient possible de saisir les conditions favorables, dans ce cas, ce sont les villages, pour donner lieu justement à un retour à une intelligence entre la manière dont on s'implante dans le territoire, le paysage, mais aussi le risque et la façon dont on habite ces lieux. Finalement, mon projet était basé sur une élaboration assez conceptuelle d'un projet de développement territorial sur un système de village où, pour faire simple, en fait, il saisissait les conditions favorables, c'est-à-dire qu'il redonnait l'espace juste à la rivière en revalorisant les espaces de biodiversité, mais aussi en venant densifier ponctuellement les villages de manière vraiment parsemée afin de créer une densification plus douce, plus respectueuse du tissu actuel, mais tout en étant justement connecté à ces lignes de train et aussi en créant ce réseau de mobilité que vous voyez ici en jaune et qui crée ponctuellement, mais de manière régulière, un espace public continu tout au cœur de cette métropole. Et finalement, j'ai imaginé ce système jusqu'à l'échelle du Grand Nion, qui était le cadrage sur lequel j'ai focalisé ma recherche, pour formuler vraiment une hypothèse d'un développement territorial autre, un développement territorial dans lequel l'eau retrouverait sa place, où justement on voit ces épaisseurs noires, où l'eau devient vraiment une épaisseur biologique et écologique, où finalement les axes sont renforcés par la revalorisation des noyaux ferroviaires qui deviennent ces endroits rouges densifiés, avec finalement toute une série de transversales qui s'appuient sur les lignes topographiques et qui permettent de valoriser l'usage de la mobilité douce au cœur de cette métropole. Donc on assiste ici à une densification légère, ponctuelle et plutôt stratégique pour lutter contre les enjeux et ces risques d'un mode de vie désagréable si on reste dans cette vision concentrique du développement urbain. Et donc finalement, pour terminer ma présentation, je reviens sur cette cartographie où en fait je tiens à vous partager que ces pistes de questionnement donnent lieu en fait à des réponses qui sont ni justes ni absolues, mais qui sont simplement qui soulèvent des questionnements que je commence seulement à me poser. Et j'avais une ou deux questions un peu générales qui pourraient peut-être guider aussi Antoine dans ses
disons, dans son retour, qui sont un peu donc quelle serait la lecture et les enjeux que la carte peut soulever, et finalement quels sont les potentiels de la cartographie et des représentations territoriales comme outil de réflexion et surtout comme outil de projet. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Noélie. Changement d'échelle, changement de décor, comme on dit. On va laisser d'abord Antoine Vial, qui est architecte urbaniste et docteur en urbanisme de l'EPFL. Merci Noélie pour cette présentation. Je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant, en particulier à l'égard de son point de départ, hein, qui est que je résumerai en disant que c'est un peu un mouvement qui consiste à revoir l'histoire du territoire suisse, du projet de territoire suisse et de sa représentation à l'aune des risques contemporains, la question des nuisances, la concentration des nuisances et notamment liée au changement climatique. Donc cette relecture, elle me paraît extrêmement intéressante, aussi parce qu'elle montre une tradition de l'habité en Suisse bien spécifique, hein, d'un territoire qui est presque entièrement habité dans sa totalité, entièrement productif, et en même temps un mode d'habitat qui, encore une fois, tu l'as bien montré, est extrêmement finement relié au paysage dans lequel il s'implante. Alors, quelques questions par rapport à... disons, là, tu poses bien le paradoxe, tu poses bien la problématique. Tu dis aussi, et je pense que tu as raison, que les solutions, elles sont à réfléchir, et ton travail il a plutôt vocation à amener de l'eau au moulin de cette réflexion, hein, pas forcément de trouver une solution juste. Pour moi, la question qui se pose, c'est donc, si je comprends bien dans ton travail, c'est une cartographie qui démontre cette superposition entre la concentration des risques et les zones dans lesquelles la ville, au regard de la planification actuelle, est amenée à se densifier, à se développer. Alors donc, et toi, tu proposes de repartir des potentiels du territoire existant, et en particulier de ce réseau de villages, de ce réseau d'infrastructures qui dessert ces villages, pour desserrer la problématique de la croissance urbaine et revenir à une habitabilité plus étendue du territoire. Alors, deux questions, tu l'as un peu évoqué, mais dans un projet comme celui dans une hypothèse de projet comme celle que tu défends, qu'est-ce qui se passe de la zone dans laquelle il y a déjà une forte concentration de nuisances, et d'autre part, le corollaire de cette première question, c'est comment on fait pour développer une stratégie comme celle que tu proposes sans que ça aboutisse à finalement simplement un déplacement ou un élargissement des zones de nuisance et de concentration de nuisance comme celle que tu as pu cartographier. Du coup, je pense que c'est principalement ce qu'on avait discuté ensemble quand on avait discuté pour la première fois mon sujet. Si je réponds à ta première question, il y avait un peu la question de se poser, il y a cette zone rouge, soit on s'attaque à cette zone rouge et en fait on la restructure, soit finalement on en sort. Maintenant que j'ai un peu le recul, que j'ai la chance d'avoir le recul sur ce que j'ai fait, j'ai en effet un peu pris le parti de me dire, en fait, il faut plutôt en sortir. Et c'est vrai qu'en s'intéressant au village, je ne me suis pas vraiment questionnée sur au final quel était l'avenir de cette zone rouge, sachant que c'était plutôt comment est-ce qu'on peut absorber la croissance démographique et urbaine à venir dans la zone rouge ailleurs que où c'était prévu. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas vraiment eu de... Enfin, j'ai pas en fait du tout planifié, réfléchi, projeté cet endroit-là en fait. Ça a été vraiment de se focaliser sur, justement, comme tu disais, le potentiel de la situation urbaine actuelle en Suisse, qui est cet habitat diffus, et comment cet habitat diffus finalement peut aussi devenir stratégique et puis finalement devenir plus métropolitain, parce que cette idée de venir densifier ces lieux apporte une dimension plus urbaine au village. Forcément que lorsqu'on commence à projeter des densifications ou un développement hors de la zone rouge, on ne pense pas en zone villa. Donc ça crée tout d'un coup une autre dynamique, et ça revient peut-être à ta deuxième question, si je me souviens bien, où en fait le risque aussi effectivement c'est de tomber
dans une sorte de cette fameuse métropole horizontale, mais où il n'y a plus de dissociation entre la ville et la campagne, et c'est simplement le même type d'habitat partout. Alors l'idée, c'était quand même de structurer on venait vraiment en fait s'appuyer justement le long de cours d'eau revalorisés, revitalisés, et du coup il y avait quand même toute cette dimension écosystémique beaucoup plus axée sur l'écologie, sur les enjeux de la transition, dans un développement du territoire qui soit beaucoup plus respectueux de celui-ci et beaucoup moins orienté vraiment urbain, disons. Mais c'est vrai que tu mets vraiment le doigt sur, je dirais, le point critique de mon projet, qui était un peu de faire, pas table rase, mais disons de se focaliser sur un peu l'envers du décor et d'avoir un peu dit, OK, de sortir de la zone rouge était un peu la solution peut-être de facilité comme ça. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ton travail, c'est ce paradoxe sur, disons, l'habitabilité du territoire urbain contemporain. C'est d'abord un problème de représentation. Pour arriver à poser les termes du problème, il faut d'abord le représenter. Et dans ton travail, tu nous as montré en partie des éléments, mais je sais que c'est beaucoup plus riche que ça encore. Tu as une grosse réflexion non seulement en cartographie, mais aussi plus généralement sur l'iconographie du territoire, la manière dont il est représenté. Et tu montres bien dans les cartes anciennes que tu nous présentes l'importance de cette iconographie. Et du coup, quelles seraient les icônes ou les images, les éléments importants à représenter aujourd'hui pour arriver à rendre sensible cette question d'une habitabilité contemporaine qui soit résiliente par rapport au changement climatique et aux questions qui nous préoccupent aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet très complexe parce que, comme tu dis, à la fois l'iconographie, elle est fondamentale dans la représentation, parce que, par exemple, ce qui a été très pertinent avec la réalisation de cette carte de la métropole de demain, c'était en fait concrètement, il n'y a rien d'inventé, dans le sens que c'est simplement une superposition et une représentation visuelle de chiffres, de data que tout le monde connaît, mais le fait de les visualiser fait que en fait, les gens souvent prennent conscience des enjeux auxquels on fait face, des problématiques actuelles lorsqu'ils les voient. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait face à une iconographie en fait à reconstruire. L'iconographie reste encore fortement ancrée dans le passé. Si on voit justement dans les représentations territoriales, que ce soit à la fois la photographie, le cinéma, c'est encore très très peu présent, mais si on regarde par exemple typiquement les cartes postales ou des choses comme ça, 90% du temps, on va tomber face à des représentations passées du territoire. Donc, il faut à la fois créer un nouvel imaginaire, se questionner sur quelles sont les nouvelles images, et puis il y a une sorte de dualité complexe, parce qu'à la fois, on parle d'images qui n'existent pas encore, même si on a des enjeux, on est dans la transition. On l'est aujourd'hui, on ne peut plus dire le contraire, mais qu'est-ce que c'est concrètement que cette transition? Et ça, du coup, il y a cette dualité entre la description de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et la projection nécessaire pour formuler des images. Et donc, le travail iconographique, il est aussi colossal vis-à-vis de la situation. Et puis, mais il est fondamental et nécessaire pour la prise de conscience et surtout la compréhension des enjeux et des modifications à faire. Peut-être une dernière question. Après la question de l'iconographie, je pense que dans ton travail, il y a aussi une attention très forte portée aux opérations cartographiques. Comment on construit la carte et quelles opérations on conduit pour arriver à de nouvelles cartes. Et donc, dans la carte que tu nous as largement présentée aujourd'hui, je pense que l'opération centrale, elle est de faire coexister des questions, des problèmes, et de montrer que ces problèmes-là, ils se superposent à des endroits en particulier, faire coexister différents types de risques avec la question de la densité urbaine, la question des espaces publics en ville, etc. Donc c'est plutôt une carte qui vise, encore une fois, à faire exister le paradoxe et à le démontrer. Peut-être que dans le futur, justement, ton travail cartographique, il tendra vers justement une exploration
de l'écosystème urbain, des relations systémiques entre topographie, hydrographie, distribution de l'habitat, etc. Donc, est-ce que tu commences déjà à entrevoir quelles sont les opérations de cartographie que tu aimerais conduire et développer pour arriver à nous donner une compréhension plus fine des problématiques d'habitabilité que tu soulèves aujourd'hui? À travers ta question, ça en soulève une autre, en tout cas en moi, mais c'est un peu cette question de finalement quelle est la limite de la carte? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas un peu face à cette problématique-là, de se dire qu'on a il y a une telle complexité de la situation. On parle aujourd'hui d'un territoire constamment en mouvement, d'un territoire en changement, d'un territoire dynamique, d'écosystème, de métabolisme. Et c'est vrai que quand on revient à la première carte de Suisse qu'on voyait, il n'y avait pas déjà toute cette compréhension, toute cette profondeur de compréhension du territoire. Il n'y avait pas toutes ces notions à devoir transmettre. Et du coup, ça pose aussi cette question de la quantité de données à disposition, de la quantité de savoir. Et du coup, intuitivement, un peu des renseignements que j'ai sur le sujet, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on arrive un peu justement face à une impasse vis-à-vis de la cartographie comme on la connaît telle qu'elle aujourd'hui. Et qu'au final, en fait, ça va plus être dans une sorte d'hybridation entre différents médiums de représentation territoriale. Et c'est pour ça que peut-être que mon travail sera plutôt sur les représentations territoriales dont la cartographie fait partie. Mais finalement, c'est pas et c'est plus le seul outil pertinent pour faire face à la situation à laquelle on se trouve actuellement. Et comme on l'avait discuté ensemble, on a par exemple souvent, de plus en plus maintenant, des cartographies qui sont appuyées de diagrammes, qui sont appuyées de données, de chiffres, de textes. Et du coup, c'est là aussi où ça devient vraiment un terrain de jeu et très, très intéressant. C'est que finalement, toute forme d'expression artistique ou même scientifique peut venir aider la représentation cartographique dans la description de cette complexité territoriale et de ces dynamiques auxquelles on a affaire. Merci beaucoup Antoine, merci Noélie pour cet échange et cette très riche présentation qui évidemment, je pense, commence à interroger notre public ce soir parce que je pense que vous avez un peu... Le changement d'échelle, ça a donné peut-être un peu le tournis chez vous. On est passé de la toute petite échelle de détail du boulon à la grande échelle et au territoire à l'échelle alpine lémanique, justement. Et donc, j'aurais certainement, sans doute, de mon côté, une hypothèse qui réunit les deux travaux parce que c'est... Je pense que vous avez compris, on parle toujours de métabolisme urbain, qu'il ce soit dans les petites ou la grande échelle, que ce soit des flux de matériaux vers ou pas vers un site ou à partir d'un site, et vers les flux de personnes, vers les flux de biens et des informations, puisqu'on parle de cartes pleines de textes, pleines de nos données, parce que tout ça, devient finalement une espèce de construction matérielle et aussi virtuel, parce que évidemment, on ne peut pas avoir un espace matériel construit aujourd'hui comme Marc l'imagine, sans avoir un espace virtuel qui informe une carte qui fait apparaître dans chaque point du territoire quel matériau, quel volume d'acier, quel volume de béton est disponible ou sera disponible dans les jours ou dans les semaines, dans les années qui viennent, à partir duquel, effectivement, la métropole des villages qu'imagine Noélie pourrait être construite. Donc, je pense que vous comprenez que les deux travaux se rencontrent à la plus grande échelle, où on avait la carte de Célia avec les 3 siècles, donc disons, les rayons d'approvisionnement de matériaux, qui pourraient être aussi des rayons de personnes, ou des rayons de connexion de biens des personnes, et aussi en bas de l'échelle, où d'un côté on a le bâtiment de Marc, ou le centre, donc le hub de Célia, et d'autre côté, les images qu'a montré Noélie, les 3D, donc les images du territoire telles qu'elle les a imaginées, un territoire en construction continue, qui pourrait certainement être construit grâce au système de récupération
imagine ces liens. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les deux systèmes fonctionnent ensemble aux deux niveaux. Sinon l'un sans l'autre n'est pas possible en réalité. C'est un peu là où je trouve la forte complémentarité des systèmes de pensée, de la grande échelle et de la petite échelle. Et ce qui nous rappelle aussi que l'histoire de la transition, c'est une histoire de graines d'analyse. On peut l'analyser à la très grande échelle, mais à un moment donné, on sera obligé d'aller jusqu'au boulon et jusqu'à la construction des détails et repartir vers le haut pour la rendre vivable à un niveau territorial. C'est une hypothèse de réflexion que je lance comme ça. J'ouvre donc volontiers la discussion et je vous remercie. Qui veut prendre la parole? Je veux bien dire un mot, Albert Lévy. Oui, merci Noélie pour cette présentation très intéressante sur le problème de la cartographie. Mais il me semble que cette question de la cartographie, peut-être, il faudrait l'insérer dans la démarche dans la démarche de planification même qui demande donc au préalable un travail de diagnostic qui précède le projet, donc le diagnostic pour isoler, localiser les problèmes afin ensuite de pouvoir y répondre. Donc à ce niveau-là, la cartographie effectivement est un outil, un instrument très nécessaire pour pouvoir les localiser, pour pouvoir les identifier et les préciser. Donc je pense que il faudrait mieux insérer la cartographie dans un travail de diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, poser le problème comme vous avez commencé à le faire. Et peut-être aller aussi dans un diagnostic peut-être aussi un peu plus fin dans les échelles, comme aussi tout à l'heure Panos l'a dit. Donc, aller dans des échelles un peu plus fines, hein, effectivement, et voir comment les questions se posent. Hein. Et notamment, pardon, je pense au problème de l'îlot de chaleur urbain, hein, puisque vous n'avez pas soulevé ce problème, mais il y a énormément de travaux qui ont été faits sur ces questions d'îlot de chaleur urbain et les déterminants spatiaux de cet îlot de chaleur urbain, hein, le rapport entre minéralité, végétation, la présence de l'eau, la présence des activités, la présence également des matériaux, de l'albédo, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des caractéristiques qu'on peut isoler, qu'on peut localiser et qui permettent de voir plus finement comment dans un territoire, il y a certaines zones qui sont plus vulnérables au climat, hein, qui sont plus vulnérables au changement climatique, aux canicules notamment, hein, et qui amplifient la température dans l'avenir. Donc, avoir peut-être une lecture plus fine et plus diverse en fonction d'un certain nombre de caractéristiques plus fines du territoire. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis l'autre qui porte sur la question du diagnostic. Et puis l'autre chose, vous voyez, c'est plus des remarques hein, que des questions que je vous fais. C'est entre la métropolisation que vous critiquez un peu, effectivement, pour proposer une urbanisation plus diffuse, hein, comme réponse. Bon, il me semble qu'il y a déjà eu pas mal de réflexions théoriques qui ont été faites là-dessus, sur ces questions-là, sur ces problèmes. Il serait bon quand même de pouvoir les utiliser et de se pencher dessus. Je pense notamment aux travaux d'Alberto Maniaghi, hein, qui entre la métropolisation et l'urbanisation diffuse proposait justement un réseau de villes-villages interconnectés dans une région entre guillemets naturelle qu'il appelait biorégion. Hein. Alors, est-ce que par exemple la région lémanique pourrait constituer cette biorégion dans laquelle on pourrait reconstituer donc ces réseaux de villes-villages qui seraient un contrepoint à la métropole, qui proposerait un autre modèle d'urbanisme à la métropole. Donc, voilà une question. Et donc, je vous invite vraiment à regarder les travaux d'Alberto Maniaghi, puisque vous êtes à la recherche de cette alternative, de cet urbanisme alternatif. Il va vraiment très, très loin dans l'essai de définition de cet urbanisme, de cette biorégion alternative. Voilà donc les deux remarques, si vous voulez, qui sont aussi un peu sous forme de questions pour compléter, pour poursuivre votre travail que je trouve très intéressant.
Merci Albert. Je propose qu'on continue un peu à ouvrir la discussion. Il y avait Michel Tranda qui avait levé sa main. Michel, Oui, voilà, j'avais aussi une vas-y. remarque complémentaire. Je rejoins absolument la remarque qui vient d'être faite sur la référence de Maniaghi. Je pense que c'est excellent. Je partage tout à fait. Moi, j'avais envie aussi d'ajouter, puisque c'est le démarrage d'un doctorat, alors il faut mettre la barre haut. Je pense que c'est aussi important de bien réfléchir aux critères que vous allez cartographier et le lien entre ces critères. Parce que je ne pense pas qu'on puisse décider de la localisation optimale d'un lieu de vie seulement en fonction des dangers. Hein, si je reprends si je prends à l'extrême d'autres auteurs ou autrices comme Syria Melianov qui, elle, parle du rapprochement des fonctions pour la ville, comment dire, neutre en carbone, quoi. Il y a vraiment des arbitrages à faire. Je pense que ça vaut la peine en effet d'enrichir les critères que vous allez prendre en compte. Ça, c'était une chose. Et puis, par rapport au premier exposé, que j'ai aussi trouvé extrêmement intéressant, et en particulier le double aspect théorique et aspect pragmatique. Alors, je vais aller voir votre réalisation, ça a l'air vraiment super. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de participer tout récemment avec des entrepreneurs à Genève qui cherchent dans cette direction-là et qui ont le problème de l'échelle du circuit court qui est bêtement transfrontalière. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et je voulais savoir si par hasard, soit l'un, soit l'autre, vous aviez réfléchi à cette question-là de aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que quand le circuit opportun traverse bêtement une frontière nationale, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour rester cohérent et je dirais, indépendamment des problèmes juridiques? Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou pas? C'était par pure curiosité. J'y vais. Oui, alors, en fait, c'est un grand problème. Vraiment, c'est un très, très grand problème. C'est pour ça qu'en fait, sur la carte que j'ai faite, en fait, dès que ça passait de l'autre côté de la frontière, c'était très tillé. Parce que c'est une grande problématique, c'est qu'il y a un problème de statut aussi, sur le statut de ces déchets. C'est difficile de faire passer les déchets à la frontière. Donc, je pense que c'est vraiment c'est une question importante à se poser. Et je pense que vraiment, avoir un travail de fond sur cette question-là, ce serait vraiment d'une utilité, je pense, directe. Et puis, le fait que vous me disiez, voilà, cette question, elle se pose auprès de praticiens, d'entrepreneurs, je pense que ça la rend encore plus importante. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas de réponse à ce jour. Peut-être, sûrement que quelqu'un d'autre se l'est posé, peut-être sur d'autres frontières. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, vous pouvez faire circuler la question. Ça sera utile à plein de gens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques qui viennent de la salle? Raphaël Bach. Oui, Raphaël. Bonjour. Oui. Nous, on se l'est posé la question puisqu'on a une ressourcerie à Genève. Et puis, c'est vrai que le problème de la frontière, on y travaille parce qu'il y a tout un réseau de ressourceries qui est en train de se monter sur l'arc franco-genevois. Et c'est vrai que nous, pour l'instant, c'est une question qu'on a résolue avec le don, puisque c'est vrai que la matière, en fait, on ne vend pas de la matière, on vend un service, on vend une mise à disposition d'un élément qu'on va transporter. Et puis, du coup, on donne la matière aux gens et puis on facture les services. Et donc, du coup, c'est un don, ça peut passer la matière sans aucun problème, puisque ça n'a pas de valeur juridique. Après, ça marche parce que c'est encore une petite échelle, c'est principalement des particuliers. On essaye de mettre en place différents projets avec Saint-Gobain ou avec Rotor, d'exporter des grosses masses et puis on verra là ce que ça passe. Mais j'aurais aussi aimé challenger un peu Célia parce que justement, tu centralises énormément le réemploi et Noélia propose de décentraliser au maximum les centres urbains. Et est-ce qu'il y a besoin, pourquoi absolument vouloir tout mettre au même endroit si, comme le proposait Panos, il y a un outil de représentation de la matière qui permet de savoir tout ce qui est disponible. Donc, un magasin en ligne, comme il existe des plateformes, ce que fait Salsa aujourd'hui, où il y a un magasin qui réunit en ligne tous les éléments de réemploi. Et puis après, les choses sont stockées dans des petits stocks à plus petite échelle et qui permettent d'éviter en fait, ce problème justement de l'échelle de qui va investir dans une structure aussi grande pour centraliser autant de matière. Voilà, donc c'était voir pourquoi la centralisation vis-à-vis du réseau de petites structures qui travaillent ensemble.
Merci Raphaël. Déjà, je suis vraiment contente d'entendre d'entendre par quels petits moyens est-ce que vous avez résolu une question, et peut-être c'est une piste pour la suite. Donc, je suis vraiment contente que tu aies partagé cette expérience avec toute la salle. Ensuite, vraiment pour cette question de la question de est-ce qu'on centralise. Au final, on centralise en 3 points, donc c'est une sorte on reste dans quelque chose de diffus à l'échelle de la Suisse. On parle de rayons de 60 km. Mais en fait, je pense qu'en fait, on retombe dans les questions que Marc a soulevées. C'est vraiment ce problème de demande, en fait. Est-ce qu'on ferait moins de projets de réemploi si, par exemple, les matériaux pour construire, allez, prenons une structure métallique, étaient en fait dans 5 sites différents? C'est ça la question, c'est-à-dire qu'il faut entrer en communication avec 5 acteurs différents, s'assurer de la bonne synchronisation à ces moments-là. Donc, à nouveau, est-ce que c'est ces questions-là qu'il faut se poser, je pense. Et puis ensuite, je pense que la différence, en fait, entre ce que Salsa fait, c'est Salsa va mettre en lien 2 particuliers. Et en fait, c'est un très bon travail, c'est très intéressant, mais là où on pourrait trouver un problème pratique, c'est vraiment dans la synchronisation. C'est-à-dire que les particuliers n'ont pas le temps de stocker, n'ont pas la place de stocker sur leur propre chantier les matériaux, et c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, il faut trouver des lieux de stockage appropriés. Voilà. Voilà, je suis avec Célia, c'est complètement ça. On rêvait tout le temps de pouvoir construire comme ça sans stockage, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours deux timelines différents. Et après, les architectes, ils mettent les mêmes ouvrages. Les clients, finalement, ils sont des gens haptiques. Même moi, j'aimerais voir les trucs donc en ligne. Ça marche bien pour compter le nombre et tout, voir la taille, machin. Mais après, il faut que j'y aille. Il faut que je sente le truc, que je le touche. Et c'est pour ça que nous, tout le matériel qu'on cherche, on cherche plutôt dans un cercle de 10 km que de 50. Parce que j'y vais plusieurs fois pour prendre toutes les mesures et tout. Donc, il est important pour conclure, il est important que ça soit centralisé, mais je vois plutôt un réseau de plusieurs pôles qui s'échangent des trucs. Si j'ai pas assez en nombre au pôle A, ou peut-être pas la bonne couleur, ce pôle-là, il va chercher le matos chez pôle C ou D. Donc, voilà. Pour terminer, en fait, ce réseau de hub de réemploi, en fait, ça reste un projet de master. Donc, c'est un projet de 16 semaines. C'est une piste parmi d'autres. Peut-être qu'il y a des pistes complémentaires à explorer. Et moi, je serais vraiment contente que d'autres étudiants continuent à explorer, en fait, quelles sont les meilleures stratégies de mettre à disposition ces matériaux. OK. On va peut-être s'en revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Gwenaëlle, c'est ça? Oui, bonjour Panos et merci pour vos présentations. Moi, je voulais effectivement réagir et puis, alors je partage alors par rapport à la deuxième présentation sur la cartographie, mais qui revient aussi finalement à l'échelle micro et architecturale. Je partage tout à fait le risque d'une métropole linéaire autour d'une ligne de transport comme vous l'avez soulevé, hein, Noélie, mais je pense que ce qui est important dans ce que vous proposez, c'est que vous proposez en fait de densifier, enfin, de travailler sur les villages. Or, les villages par rapport à la métropole, on ne le vit pas du tout de la même manière. On n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes rythmes, on ne vit pas les mêmes espaces, on n'a pas le même rapport au paysage. Donc, à mon avis, c'est bien à travers les réponses architecturales de chaque projet qui met en lien tout ça que, de toute façon, on vivra différemment le territoire et que, du coup, on perd ce risque d'uniformité et de métropolisation, à mon avis. Merci beaucoup pour cette remarque qui, effectivement, ramène la question au caractère nouveau de ce que c'est le village, est-ce que c'est la construction à la fois, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi la perception et l'expérience du territoire transitionnel, puisqu'on s'agit de ça maintenant. Enfin, j'imagine que tout ce que vous êtes en train de faire construit une approche, une identification du territoire à toutes les échelles, qui n'est plus celle du passé, dans la consommation des biens, y compris des biens de construction, jusqu'à la consommation de l'espace en tant que touriste, en tant qu'utilisateur, qui tous les jours va
faire un trajet qui ne sera plus le même. Donc, la question de proximité. Je suis très interpellé par l'histoire de Marc, la distance, le matériau, l'aptique des matériaux, parce que ça signifie qu'au fond, ce que dit Marc, est-ce que vous êtes en train de... Marc, tel que tu vois la chose, c'est plutôt une approche un peu artisanale, parce qu'effectivement, il faut être proche du matériau, il faut toi-même, architecte, comprendre comment le faire. Si on est aujourd'hui dans des volumes de construction qui est celle de la modernité, qui sont des grands volumes, l'artisanat n'est pas possible. Ou alors, il faut réduire le volume. Ou alors, il faut multiplier les acteurs. Il faut avoir beaucoup plus d'artisans plutôt que quelques constructeurs industriels de l'espace. Cela signifie toute une autre économie de l'espace et qui revient un peu à ce que dit Noélie sur les villages territoriaux. Enfin, donc, vous comprenez que si on envisage une réutilisation des matériaux, c'est une révolution territoriale que vous êtes en train d'imaginer. Pour ne pas parler d'une révolution, je dirais même éducationnelle, de formation de l'architecte, parce que ce que dit Marc sur l'incertitude, la grande question sur l'incertitude, cela signifie qu'il faut commencer à enseigner l'architecture sans forme, puisqu'on ne saura pas comment dessiner la forme. Il n'y aura plus de projet de diplôme avec une forme à la fin, parce que la question sera maintenant comment trouver le matériau qui va donner la forme au fur et à mesure. Vous vous rendez compte du radicalisme de cette approche de l'enseignement de l'architecture? Si on s'y rend vraiment là-dedans, on ne pourra que dessiner le processus, disons, de l'invention de la forme, mais pas la forme finale. Ça, c'est, je trouve, groundbreaking, comme on dit en anglais, et je ne suis même pas je ne sais pas comment on pourrait l'enseigner, si vous voulez, dans une école d'architecture. Il y a là des enseignants dans les écoles. Comment pouvez-vous imaginer ne plus avoir un aboutissement formel du projet d'architecture? C'est un défi de taille, mais c'est peut-être aussi le défi de la transition. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça. Oui, c'est vrai. On pense moins en forme qu'en processus, mais plutôt plus tard, il faut acheter le matériel. On a le matériel et puis on sculpte avec le matériel. Donc, ça ne change même pas. Ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Et sur la question de la taille des bâtiments, c'est vrai, je me suis posé cette question aussi et je crois que les tailles de bâtiments qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat d'une industrie de matériel de construction, donc de pouvoir livrer 500 fenêtres de la même taille et tout, donc il faut être capable. Donc si notre économie changera dans le futur et s'éloigne de cette industrie, les bâtiments viendront plus petits. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais construire des bâtiments à 8 tailles, mais au lieu de 300 mètres de long, peut-être on aura plusieurs propriétaires et puis la taille du bâtiment, comme celui à Winterthur, avec 1500 à 2000 mètres carrés, peut-être c'est le futur. Est-ce que ça vous convient comme approche? Le rapetissement de la procédure de l'architecture et finalement le changement de l'idée de la forme. D'ailleurs, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Foucault ou un autre philosophe français qui avait fait une belle comparaison de l'ingénieur au bricoleur aux années 60, en juxtaposant les deux manières de travailler. Finalement, c'est un bricolage savant que Marc est en train de faire. C'était Claude Lévi-Strauss. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques de la part du public? Panos, excuse-moi de t'interrompre. Je voulais réagir au message de Véronique. Et j'ai écrit, comme ça je ne ferai pas très long. Merci beaucoup Véronique. En effet, les retours et le partage d'expériences pratiques réelles sont nécessaires pour avancer. En effet, je te rejoins sur ton commentaire. De nombreux leviers peuvent être mis en place en parallèle aujourd'hui. Et en plus de cela, aujourd'hui, d'autres pays ont déjà fait des expériences dans ce sens, ce qui ne peut que nous inspirer. Voilà. Marine, il y a une main levée? Oui, j'aurais aimé réagir aux remarques de M. Albert Lévy et d'autres aussi par rapport à la biorégion de Magnani. Il se trouve que Paola Vigano a proposé aussi ce qu'on appelle la métropole horizontale qui
travaille sur l'habitabilité des territoires, la ville diffuse, etc. Donc, ça, je pense qu'il y a des échos entre deux. Et voilà. Paola Vigano étant la directrice de thèse de Noélie, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'elle est dans cette direction, elle va dans cette direction-ci. Après, je voulais juste faire une remarque par rapport au travail de Noélie. On s'est beaucoup attardé sur la notion de projet de diplôme, de master, mais assez peu sur son travail de recherche, qui en fait, pour moi, je trouve en tout cas très inspirant. Antoine l'a un peu soulevé dans ces questions, justement, et voilà, j'avais envie de partager un peu mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, quand on construit la ville à toutes ces échelles, on efface ce qui existe. On ne se rend pas compte de ce qui existe. Le sol vivant, la biodiversité en place, l'eau que ça infiltre, les gens qui vivent là, légaux ou illégaux, etc., les usages formels et informels. Donc, notre manière de vivre un territoire, mais pas seulement nous, les autres espèces, c'est invisible dans les cartes que l'on voit. On n'a jamais fait des cartes aussi précises et pourtant aussi fausses. On n'a jamais fait des cartes aussi justes avec des satellites, mais pourtant qui sont à côté de la plaque dans notre manière d'occuper un espace et de vivre ensemble dans un espace. Et ça, je trouve que c'est très beau de l'avoir relevé de la part de Noélie, de dire qu'en fait, peut-être que nos représentations, elles sont en fait fausses par rapport à ça, et elles passent à côté de notre manière de vivre un endroit, elles passent à côté de problèmes qu'on nie parce qu'on planifie la ville du haut de nos satellites et du haut de notre tour de bâtiment avec du zoning. Et la deuxième chose que je trouve intéressant aussi dans le travail de Noélie, c'est de dire qu'en fait, la cartographie, elle peut aussi remettre en cause notre manière de vivre aujourd'hui par rapport dans une perspective de sur les conséquences que ça a pour demain. Et ça, la cartographie ne l'a jamais vraiment fait. Elle analyse comment elle va potentiellement de nouveau réanalyser cette sensibilité-là. Ça n'a jamais vraiment été perdu, mais disons dans la planification, le lien a été perdu en grande partie des praticiens. Et donc oui, critiquer le mode de vie actuel, quand Antoine te posait la question des iconographies, comment on représenterait nos modes de vie aujourd'hui? Ce serait intéressant de reconnecter les gens à leur manière de vivre et aux conséquences que qu'ils ont sur leur territoire. Je trouverais ça juste... Je me suis dit, mais ok, comment on représenterait, comment en fait on rendrait visible le problème d'aujourd'hui dans une perspective de transition, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'en prenant leur voiture ou un métro, ils se déconnectent ou bien qu'ils achètent dans un supermarché. Enfin, la question de se reconnecter à son territoire à travers la cartographie ou l'iconographie. Et là, le rôle l'architecte a un rôle à jouer et c'est, je trouve, un des aspects que tu as soulevé. Rendre visible le problème actuel dans une perspective de transition, c'est quelque chose. Après, le résultat que tu as proposé de villes diffuses le long des trains, etc., ok, c'est 3 mois de réflexion sur 2 ans et demi de réflexion, de cartographie. Je trouve que la pertinence de ton travail, selon moi, en tout cas, elle est plutôt dans ces démarches-là. Parce que souvent, quand on parle de transition, on fait des grands diagrammes très compliqués que personne ne comprend. Et d'un seul coup, quand ça vient à l'échelle de l'individu, de dire, en fait, quand je vis comme ça a tel impact. Ah, mais là où je vis, dans 100 ans, en fait, ce sera sous l'eau. Ah, waouh. D'un seul coup, on devient à l'échelle humaine et la transition devient vraiment une question de tous. Et ça, je trouve ça très beau. Merci pour ça. Merci beaucoup, Marine, pour ces remarques importantes pour les 2 travaux qu'on a vus aujourd'hui, mais y compris pour le reste des travaux qu'on a vus pendant ces derniers mois. J'en profite maintenant un peu pour clore cette session. D'abord, je remercie tout le monde de sa présence aujourd'hui, d'avoir été présent, d'avoir participé avec vos paroles, vos remarques, vos commentaires, vos questions. Et on vous donne rendez-vous donc à partir de novembre prochain pour la nouvelle saison de Transition C, des autres activités de la Fondation, de la part de toute l'équipe de Kim, d'Hélène, de Mélodie, de Diane, de Paul et de moi-même. Merci encore, bonne soirée et à tout bientôt. Au revoir.